UE 2.11 et 5, pharmacologie et thérapeutique, principes de chimie pertinents en pharmacologie. Initialement, les médicaments étaient des mélanges complexes d'origine animale ou végétale, mal définis et contenant un très grand nombre de substances. Par la suite, de nombreux travaux ont permis la purification de ces mélanges pour isoler uniquement la substance active par extraction. Aujourd'hui, dans la quasi-totalité des cas, le médicament est une molécule bien définie d'un point de vue chimique, mais qui peut avoir des origines multiples. Certains médicaments, par exemple, sont issus directement de la synthèse chimique opérée dans l'industrie pharmaceutique. D'autres médicaments sont d'origine végétale. En effet, un grand nombre de principes actifs sont tirés des végétaux et ont un intérêt primordial d'un point de vue pharmacologique, comme les alcaloïdes de la morphine ou de la quinine, ou les hétérosides comme la digitaline. Enfin, de nombreux médicaments qui reproduisent des hormones, des protéines ou des anticorps humains sont maintenant préparés par génie génétique à partir de cellules vivantes. Du fait de leur nature chimique, les médicaments présentent différentes propriétés, appelées caractéristiques physico-chimiques, qui doivent être parfaitement définies. Les plus importantes d'entre elles, qui seront traitées dans la suite du cours, sont la masse moléculaire, le caractère acide ou basique, le caractère hydrophile ou lipophile. La connaissance des propriétés physico-chimiques des médicaments est importante parce qu'elle conditionne leur utilisation en pratique. En effet, comme cela sera illustré dans la suite du cours, le comportement des médicaments dans l'organisme et donc leur pharmacocinétique dépend largement de leurs propriétés physico-chimiques. Notamment, le déroulement des différentes phases pharmacocinétiques qui sera détaillé dans le cours pharmacocinétique de cette UE, c'est-à-dire l'absorption des médicaments et notamment leur absorption digestive, leur distribution dans les différents tissus de l'organisme et particulièrement au site d'action, leur métabolisme et leur excrétion vont être fonction de leur nature chimique. De la même façon, les propriétés physico-chimiques conditionnent les modalités d'administration des médicaments. En fonction de leurs propriétés chimiques, seront choisis la voie d'administration, la posologie usuelle, le rythme d'administration et la forme galénique du médicament. Par exemple, un médicament faiblement soluble dans l'eau pourra difficilement être administré sous forme de solution buvable. De la même façon, un médicament dont la structure chimique est altérée en milieu acide devra être administré sous forme de comprimés gastro-résistants pour éviter d'être détruit dans l'estomac. La connaissance des propriétés physico-chimiques des médicaments est donc essentielle pour une bonne utilisation du médicament. Trois paramètres vont particulièrement influer sur la pharmacocinétique et sur la définition des modalités optimales d'administration des médicaments. La masse moléculaire, le caractère acide ou basique et le caractère hydrophile ou lipophile. Ce sont ces trois notions qui vont être développées dans la suite du cours en commençant par la notion de masse moléculaire. Un médicament est constitué d'un ou plusieurs principes actifs, des molécules chimiques qui sont responsables des propriétés pharmacologiques, mais aussi de ses effets indésirables. Aux principes actifs sont ajoutés des excipients, qui sont des molécules inertes, c'est-à-dire sans effet pharmacologique. Ces molécules sont nécessaires à la fabrication, l'administration ou la conservation du médicament. Ce sont par exemple des liants, des solubilisants ou des colorants. L'ensemble principe actif plus excipient constitue le médicament final, c'est-à-dire un ensemble de molécules chimiques.
Comme toute molécule chimique, un principe actif est composé d'atomes. Par exemple, l'aspirine, dont la représentation chimique figure en haut à droite de la diapositive, est composée de 9 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène et 4 atomes d'oxygène. L'atome est le constituant essentiel de la matière. L'atome lui-même se compose d'un noyau chargé positivement autour duquel gravitent des électrons chargés négativement. Le noyau est constitué de 2 types de particules, les protons qui portent une charge électrique positive et les neutrons qui ont une charge électrique nulle. Le noyau de l'atome est donc globalement chargé positivement. Dans un atome, le nombre de protons chargés positivement est égal au nombre d'électrons chargés négativement. L'atome est donc électriquement neutre. Un atome ou une molécule qui perd ou qui gagne un ou plusieurs électrons devient un ion. En effet, un atome ou une molécule qui perd un ou plusieurs électrons perd une ou plusieurs charges négatives et devient donc un ion positif ou cation. Par exemple, l'ion sodium Na+. En revanche, un atome ou une molécule qui gagne un ou plusieurs électrons gagne une ou plusieurs charges négatives et devient donc un ion négatif ou anion. Par exemple, l'ion chlorure Cl-. Lorsque 2 atomes s'associent entre eux, ils forment une molécule, c'est-à-dire une entité chimique électriquement neutre. Elle est formée d'atomes liés entre eux par des liaisons chimiques qui peuvent être de 2 types. Soit une liaison covalente, au cours de laquelle les électrons sont équitablement partagés entre les 2 atomes. Il s'agit d'une liaison forte, extrêmement solide. Soit une liaison dite faible, comme les liaisons hydrogènes ou les forces de Van der Waals, qui sont quant à elles très fragiles. La nature et le nombre des atomes présents dans une molécule sont donnés par sa formule brute, plus simple à écrire que la représentation géométrique présentée au centre de la diapositive et qui fait apparaître toutes les liaisons entre les atomes de la molécule. Par exemple, la formule brute de la molécule d'eau s'écrit H2O et signifie que la molécule d'eau est composée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Lorsque la composition en atomes est connue, il est facile de calculer la masse moléculaire d'une molécule. En effet, la masse moléculaire, exprimée en Dalton, dA, correspond à la somme des masses atomiques des différents atomes constituant la molécule. Par exemple, la masse moléculaire de l'aspirine correspond à 9 fois la masse d'un atome de carbone, 12, soit 108, 8 fois la masse d'un atome d'hydrogène, 1, soit 8, 4 fois la masse d'un atome d'oxygène, 16, soit 64. Au total, la masse moléculaire d'une molécule d'aspirine est donc 108 plus 8 plus 64, soit 180 Dalton. La masse moléculaire des principes actifs se calcule de la même façon. On peut identifier plusieurs types de principes actifs en fonction de leur masse moléculaire. Les principes actifs issus de la synthèse chimique, qui ont en général une faible masse moléculaire, comprise entre 100 et 1000 Dalton, et les principes actifs peptidiques ou protéiques, qui ont en général une masse moléculaire élevée, comprise entre 5000 et 100 000 Dalton. La masse moléculaire des principes actifs est une donnée importante, car elle peut permettre de comprendre le comportement du principe actif dans l'organisme. En effet,
les principes actifs ayant une faible masse moléculaire pourront facilement passer la barrière digestive et être absorbés par voie orale. De la même façon, les principes actifs ayant une faible masse moléculaire pourront facilement diffuser dans la plupart des tissus de l'organisme pour rejoindre leur site d'action. Enfin, la masse moléculaire conditionne l'excrétion rénale des principes actifs. En effet, le rein a un rôle de filtre dans l'organisme qui ne laisse passer que les molécules d'une masse moléculaire inférieure à 50 000 Dalton et qui retient les molécules d'une masse moléculaire supérieure à 50 000 Dalton. C'est pourquoi les patients qui souffrent d'insuffisance rénale ont de l'albumine dans les urines, car la perte d'efficacité de ce filtre rénal entraîne l'excrétion de protéines de masse moléculaire supérieure à 50 000 Dalton, comme l'albumine, protéine dont la masse moléculaire est de 65 000 Dalton. Les principes actifs de faible masse moléculaire pourront donc plus aisément être excrétés par voie urinaire que ceux présentant une masse moléculaire élevée. La masse moléculaire d'un principe actif dépend donc de sa composition en atomes. Elle est variable en fonction de l'origine chimique du principe actif. La connaissance de cette masse moléculaire est importante puisqu'elle permet de déterminer le comportement des principes actifs dans l'organisme et donc leur pharmacocinétique. Passons maintenant à la deuxième propriété physico-chimique importante que l'on peut retrouver chez certains principes actifs, la notion d'acidité ou de basicité. Un acide se définit comme une substance chimique, molécule ou ion, susceptible de donner en solution aqueuse un ou plusieurs ions H3O+. Une base, au contraire, est une substance chimique, que ce soit une molécule ou un ion, susceptible de donner en solution aqueuse un ou plusieurs ions OH-. Pour un acide, on peut donc écrire la réaction chimique suivante. HA plus H2O donne A- plus H3O+, HA étant la forme non ionisée ou forme moléculaire de l'acide et A- la forme ionisée de l'acide. Pour une base, la réaction chimique s'écrit B plus H2O donne BH+, plus OH-, B étant la forme non ionisée ou forme moléculaire de la base, et BH+, la forme ionisée de la base. Chaque acide ou base est donc présent dans la solution sous deux formes, une forme non ionisée et une forme ionisée. Pour différencier les acides et les bases, on définit une constante pKa qui mesure la force des acides. Plus pKa est petit, plus l'acide est fort. Plus pKa est élevé, plus l'acide est faible. Le même principe existe pour les bases. La mesure de la concentration en ion H3O+, permet de définir le caractère acide ou basique d'une solution. Cette mesure est appelée pH, ce qui signifie potentiel hydrogène. Le pH est une fonction de la concentration en ion H3O+. pH égale moins log de la concentration en ion H3O+. Dans l'eau pure, le pH est de 7, un pH dit neutre. Les solutions aqueuses sont dites acides si leur pH est inférieur à 7 et basiques si leur pH est supérieur à 7. Cela permet de définir une échelle de pH. Attention, cette échelle de pH n'est valable que pour les solutions aqueuses. Dans le sang, l'échelle des pH change. Le pH est dit neutre s'il est égal à 7,4. On parle d'acidité du sang ou acidose si le pH du sang devient inférieur à 7,35
et on parle de basicité du sang ou alcalose si le pH du sang devient supérieur à 7,45. Cette diapositive présente quelques exemples connus d'acides et de bases. L'eau distillée a un pH neutre, donc le pH est égal à 7. Du côté des acides, on retrouve le jus de tomate, dont le pH est égal à 4, le vinaigre, dont le pH est compris entre 2 et 3, et l'acide sulfurique, qui est un acide fort, donc de pH très faible, inférieur à 1. Du côté des bases, on retrouve le bicarbonate de soude, dont le pH est de 8, l'eau de Javel, qui présente un pH à 12, et l'hydroxyde de sodium, dont le pH est très élevé, supérieur à 13. Les principes actifs utilisés comme médicaments sont très fréquemment des acides faibles ou des bases faibles. Ils existent donc dans l'organisme sous deux formes. Une forme non ionisée, notée Ha pour l'acide, B pour la base, et une forme ionisée, notée A- pour l'acide et BH+ pour la base. La concentration de la forme non ionisée et de la forme ionisée du principe actif dans l'organisme dépend du pKa du principe actif et du pH du milieu où il se trouve. En effet, dans l'organisme, il peut exister des différences importantes de pH entre les organes et les tissus. Le pH du sang est de 7,4, le pH de l'estomac est d'environ de 2, celui de l'intestin grêle est de 6, le gros intestin est à 8, le pH de la prostate est autour de 6, le pH de l'urine varie entre 4,5 et 7,5, etc. Il est important de connaître la proportion de principes actifs présents sous forme non ionisée et sous forme ionisée, car cela va conditionner le comportement du médicament dans l'organisme, et en particulier l'absorption, la distribution et l'excrétion du principe actif. En effet, seule la forme non ionisée du principe actif franchit les membranes cellulaires et les barrières de l'organisme. C'est la forme non ionisée du principe actif qui constitue la forme active. Le degré d'ionisation des principes actifs dépend donc du pKa du principe actif et du pH du milieu dans lequel il se trouve. En pratique, la règle générale est qu'un principe actif se présente sous forme ionisée lorsqu'il se trouve dans un milieu de pH opposé, ce qui signifie qu'une base faible sera sous forme ionisée en milieu acide et sous forme non ionisée en milieu basique, et qu'un acide faible se trouvera sous forme ionisée en milieu basique et sous forme non ionisée en milieu acide. Conséquence de tout cela, l'absorption digestive des principes actifs qui sont des acides faibles ou des bases faibles va dépendre de leur degré d'ionisation, c'est-à-dire du pKa du principe actif et du pH local du tube digestif. Un acide faible se trouvera donc majoritairement sous forme non ionisée, la seule forme du principe actif capable de traverser la barrière digestive, en milieu acide. Son absorption digestive sera donc favorisée dans l'estomac. A l'inverse, une base faible sera très fortement ionisée en milieu acide et ne sera donc pas absorbée au niveau de l'estomac. Elle sera absorbée essentiellement au niveau de l'intestin où le pH est plus basique et où elle se trouvera majoritairement sous forme non ionisée. Le caractère acide ou basique des principes actifs peut également conditionner leur excrétion rénale. En effet, une fois excrétés dans l'urine, certains principes actifs peuvent être réabsorbés de l'urine vers le sang
en traversant la membrane tubulaire par diffusion passive. Ce phénomène de réabsorption tubulaire dépend de deux facteurs, le pKa du principe actif et le pH de l'urine. Un acide faible se trouvera en effet essentiellement sous forme ionisée en milieu basique. Son excrétion dans les urines sera donc augmentée si les urines sont alcalinisées, c'est-à-dire basiques, puisque la forme ionisée du médicament pourra difficilement traverser les membranes tubulaires. C'est une propriété que l'on peut utiliser dans le traitement de l'intoxication par l'aspirine, qui est un médicament acide faible. En effet, l'alcalinisation des urines permet de réduire la réabsorption tubulaire de l'aspirine vers le sang, d'intensifier l'excrétion urinaire de l'aspirine et donc de diminuer rapidement les concentrations sanguines de médicaments. A l'inverse, un médicament base faible sera très fortement ionisé en milieu acide. Son excrétion rénale sera donc favorisée si les urines sont plutôt acides. Nous avons vu que les acides et les bases peuvent donc exister sous deux formes, une forme non ionisée, qui est la forme active, et une forme ionisée. La prédominance de l'une ou l'autre de ces formes dépend du pKa du principe actif et du pH du milieu où se trouve le principe actif. Cette notion est importante car elle permet de déterminer le comportement des principes actifs dans l'organisme et donc leur pharmacocinétique. Nous terminons maintenant ce cours avec la troisième propriété physico-chimique importante que l'on peut retrouver chez certains principes actifs, la notion d'hydrophilie ou de lipophilie. La notion d'hydrophilie implique une grande affinité pour les solutions aqueuses. Un composé est donc dit hydrophile ou hydrosoluble lorsqu'il est soluble dans l'eau. A l'inverse, la notion de lipophilie implique une grande affinité pour les solutions huileuses. Un composé est donc dit lipophile ou liposoluble lorsqu'il est soluble dans les corps gras. Il est à noter qu'un composé lipophile est insoluble dans l'eau, donc hydrophobe, et qu'un composé hydrophile est insoluble dans les corps gras, donc lipophobe. Le paramètre permettant de définir le caractère hydrophile ou lipophile d'un principe actif est le log de P. Le log de P mesure la possibilité pour un principe actif de se solubiliser dans un milieu hydrophile, comme l'eau d'une part, et dans un milieu lipophile, comme l'octanol, d'autre part. Il est possible, grâce à cette mesure, d'établir une échelle de log de P sur le même principe que les échelles de pH. Si log de P est égal à 0, cela signifie que le principe actif est aussi soluble dans l'eau que dans les corps gras. Il est donc aussi hydrophile que lipophile. Si log de P est négatif, cela signifie que le principe actif est hydrophile. C'est le cas de l'emtricitabine, un médicament antirétroviral utilisé dans le traitement du VIH, dont le log de P est de moins 0,43. Si le log de P est positif et très élevé, cela signifie que le principe actif est lipophile. C'est le cas de l'acide mycophénolique, un médicament immunosuppresseur utilisé en greffe d'organes, dont le log de P est de 2,8. L'avantage des principes actifs hydrophiles est qu'ils se solubilisent très bien dans l'eau et les liquides biologiques. Ils sont donc faciles à excréter par voie urinaire pour l'organisme. Ils sont adaptés à une administration intraveineuse et diffuseront bien dans le sang. Les principes actifs lipophiles, quant à eux, présentent l'avantage de pouvoir traverser aisément les membranes cellulaires et les barrières de l'organisme,
en se dissolvant dans la bicouche phospholipidique. Il apparaît donc qu'une certaine balance entre hydrophilie et lipophilie est nécessaire pour que les principes actifs soient utilisables en clinique. Par ailleurs, le caractère hydrophile ou lipophile des principes actifs va conditionner leur élimination de l'organisme. En effet, l'élimination des principes actifs nécessite 2 étapes. Une étape de métabolisme qui correspond à une série de réactions chimiques ayant pour objectif final d'augmenter le caractère hydrophile des principes actifs afin de favoriser leur excrétion au niveau urinaire, et une étape d'excrétion urinaire qui nécessite que les principes actifs ou leurs produits de dégradation, leurs métabolites, soient hydrophiles. Les principes actifs hydrophiles ne subiront donc pas d'étape de métabolisme et pourront facilement être excrétés par voie urinaire sous forme inchangée. En revanche, les principes actifs lipophiles devront subir une ou plusieurs étapes de métabolisme pour pouvoir être excrétés de l'organisme. Un exemple intéressant illustrant l'importance de la connaissance du caractère lipophile ou hydrophile des principes actifs est celui de l'indinavir, un médicament antirétroviral utilisé pour le traitement du VIH. L'indinavir est un médicament hydrophile, mais dont la solubilité dans l'eau est fonction du pH. À pH acide, l'indinavir se solubilise très bien en milieu aqueux, mais sa solubilité est très diminuée à pH basique. Cette propriété de l'indinavir peut être à l'origine d'effets indésirables douloureux pour les patients. En effet, si le pH urinaire d'un patient devient basique, parce que le patient absorbe des boissons alcalinisantes, comme de l'eau de Vichy par exemple, la solubilité de l'indinavir dans les urines diminue et l'indinavir précipite en formant des cristaux comme ceux présentés sur la photo, qui sont très douloureux. Il est donc essentiel de recommander aux patients prenant de l'indinavir de boire beaucoup au moment de la prise du médicament et dans les 2-3 heures qui suivent afin d'optimiser la solubilisation de l'indinavir. Il faut également proscrire toutes les boissons alcalinisantes. Le caractère hydrophile ou lipophile des principes actifs est donc apprécié par le log de P. Une certaine balance entre hydrophilie et lipophilie semble nécessaire pour que les principes actifs soient utilisables en clinique, puisque les deux ont des avantages non négligeables sur le comportement des principes actifs dans l'organisme et donc sur leur pharmacocinétique. En conclusion, la connaissance des propriétés physico-chimiques des médicaments est essentielle pour une bonne utilisation du médicament. 3 paramètres vont particulièrement influer sur la pharmacocinétique et donc sur la définition des modalités optimales d'administration des médicaments: la masse moléculaire, le caractère acide ou basique et le caractère hydrophile ou lipophile.